Alors Marité, expliquez-nous ce projet. Alors écoutez, nous avons innové dans nos rencontres avec nos villes jumelles, puisqu'avant nous les recevions les unes après les autres au gré des événements. Et cette année, nous avons voulu les inviter ensemble à l'occasion d'un événement culturel, puisque c'est l'année européenne du patrimoine et de la culture. Et donc nous avons invité ensemble nos villes jumelles. Elles se rencontrent et on leur propose une visite de notre ville, tout ce qui fait la particularité de l'Auxerrois et de la Bourgogne, sous différentes formes, établissements de formation, puisque nous sommes allés au lycée Vauban, les compagnons du devoir, nous leur avons montré des entreprises, tu en diras peut-être un mot, performantes, qui exportent. Nous allons les promener dans la ville et la ville leur réserve le meilleur accueil puisqu'ils ont accès à des monuments historiques dès aujourd'hui ou dès demain matin. Et la ville d'Auxerre a un riche patrimoine. Hein. Ah oui, vous avez entendu tout à l'heure, plus de 35 bâtiments inscrits aux monuments historiques. Et ce qui malheureusement, il y a des villes qui n'ont pas pu venir. Oui, alors tu veux répondre? Oui, entre autres une ville française, Boscoff, en Bretagne, qui n'a pas pu venir parce que chez eux aussi c'est la journée du patrimoine, donc ils n'ont pas pu se libérer. En ville française c'est tout. Oui, Après, les Italiens. Les Italiens, qui eux, c'est une grande fête du vin, donc ils n'ont pas pu se libérer non plus. Et puis Redditch en Angleterre, avec qui les contacts sont plus ou moins distendus. Oui, voilà, c'est un peu tendu. Donc on espère renouer par le biais du sport peut-être avec l'Angleterre. C'est une délégation vieillissante qui a 60 ans, ils ont eu du mal à se renouveler et là maintenant c'est un peu en train de tomber. Et est-ce que vous allez renouveler cette initiative? Écoutez, notre idée c'est au lieu de faire des petits événements par-ci par-là qu'on continuera à faire, mais ça nos membres savent le faire. Notre idée c'est de faire un gros événement chaque année, un événement qui peut être culturel, qui peut être sportif avec des partenaires toujours, et qui peut être surtout économique. C'est à cela qu'on pense. Tu peux en dire un mot? Oui, on a l'intention l'année prochaine, au mois d'octobre, lorsque la CCI fait des RIDI, industriels de Lyon. Voilà, on a l'intention de s'associer à eux pour justement faire venir aussi des entreprises, pas de nos villes jumelles, des entreprises. Si les adhérents veulent venir, oui, mais surtout des entreprises dans le domaine économique de nos villes jumelles. Encore de belles perspectives. Alors on a quelque chose de très nouveau. Vous avez remarqué qu'il y a des villes jumelles européennes et que nous avons cette année une ville africaine qui est la ville de Ouidah au Bénin, puisque nous sommes le siège de la maison de la francophonie pour notre région. Et vous allez encore aller vers des villes africaines? Écoutez, on va déjà faire une expérience parce que il nous interpelle sur des points bien précis. Justement, l'accueil touristique. Le patrimoine fait partie de l'accueil touristique et au Bénin, vous avez un patrimoine historique, hein, puisque c'est une ville, un port où c'était le port de départ des esclaves. Hein, et on a aussi ils ont aussi des problématiques de logement, de desserte dans des lotissements, des logements. Et je crois qu'avec l'office des HLM d'Auxerre, M. Jacques Augelot, et nous-mêmes pour peut-être le tourisme et des responsables du tourisme de Lyon, on va échanger et puis travailler beaucoup avec la jeunesse, puisque nous projetons d'accueillir un jeune en service civique qui viendra du Bénin et on enverra un jeune en service bourguignon civique au Bénin. Très bien, merci beaucoup. Mais à votre service. Chère Marité, merci de m'avoir rejoint sans même l'avoir conviée. Elle est déjà à côté de moi. Vous voyez sa rapidité à venir sur le plateau pour pouvoir s'exprimer, vous saluer, nous expliquer les motivations, les raisons de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, j'oserais dire, chers amis, parce qu'il y a dans la salle beaucoup de têtes connues qui connaissent l'activité de notre association. Ce colloque se situe dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dédiées à la culture. Notre association, la Maison des Jumelages, des échanges internationaux de la ville d'Auxerre et de la francophonie de Bourgogne-Franche-Comté, a souhaité à cette occasion créer un événement
en accueillant les villes jumelles d'Auxerre. Ainsi sont présents des représentants de la ville de Worms en Rhénanie-Palatinat, avec laquelle nous célébrons nos 50 ans de jumelage. Je leur demande de se lever pour que nous les applaudissions. De Płock en Pologne. Merci de les applaudir et excellent. Marie-Pierre, est-ce que tu peux répéter, parce que tu as un très bel accent polonais? Płock. C'est ça? C'est bien dit? Oui. De Saint-Amarin, en Alsace. Merci les applaudissements également. La ville d'Auxerre a 6 villes jumelles. Vous pouvez constater que 3 ne sont pas présentes. Pourquoi? Elles sont en pensée avec nous, mais il y a des manifestations importantes dans leur ville. C'est le cas de Greve-in-Chianti, notre ville jumelle qui est tout à côté de Florence. C'est la fête des vins et ça c'est un événement énorme dans cette région-là. Donc ils sont en pensée avec nous, mais ils n'ont pas pu venir. Il en est de même pour Roscoff, qui est une ville jumelle en Bretagne. Roscoff, c'est aussi les journées du patrimoine. C'est une ville plus petite, il y a moins de personnel et donc ils n'ont pas pu venir cette fois-ci. Et il nous manque également les personnes de notre ville jumelle anglaise, Redditch. Comme vous pouvez le constater, notre champ relationnel et d'action a une dimension internationale. La ville d'Auxerre tisse un réseau de villes partenaires à travers la planète. Celui-ci s'étend à l'Europe et au monde francophone. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que les jumelages sont des jumelages de ville à ville. Ce sont les élus d'une ville qui se jumellent avec les élus d'une autre ville et bien évidemment avec la population. Donc, les villes jumelles que je vous ai présentées, ce sont des jumelages qui ont été conclus depuis 60 ans pour le plus ancien, qui est Redditch, jusqu'à ces temps derniers. Alors, je voudrais aussi vous présenter, ça c'est nouveau, on a toujours quelque chose de nouveau, nous avons également le plaisir d'accueillir une délégation de la ville de Ouidah au Bénin. Merci de vous lever et de vous applaudir. Le Bénin, bien évidemment, vous le savez tous, c'est un pays francophone. Vous aurez l'occasion de parler avec eux sans problème. Nos amis ici rassemblés sont présents durant 3 jours à Auxerre. Notre projet de rencontre a été labellisé par la Commission européenne, par l'intermédiaire du ministère de la Culture, pour son caractère qualitatif et rayonnant. C'est pour notre ville un honneur que d'avoir reçu ce label. En tout cas, cette manifestation pour nous est une première. C'est la première fois que nous invitons en même temps nos différentes villes jumelles et partenaires dans un esprit d'échange et d'ouverture. Débattre de l'économie du patrimoine, objet de cette table ronde, nous amènera, avec les témoignages d'acteurs de notre territoire, je n'en doute pas, à prendre en compte, certes, le patrimoine bâti. Et je salue monsieur l'architecte des bâtiments de France, excusez-moi, monsieur Auger, de sa présence et du travail qui est fait autour du riche patrimoine, en particulier de la ville d'Auxerre. Nous avons, dans Lyon et en Bourgogne, un très riche patrimoine. Mais c'est également, nous souhaitons mettre également en valeur notre environnement naturel à préserver. Vous avez peut-être parmi nous je les ai repérés d'ailleurs parce que je les connais bien, des membres de la Jeune Chambre économique qui demain font une action de collecte de déchets qui sont jetés autour des bâtiments historiques, ce qui n'est pas très clean, on pourrait dire. Hein. Donc vous voyez, ce sont des actions qui se coordonnent. Ouais, ça s'appelle le World Clean Up Day. Oui, mais moi je suis francophone. Voilà. Et également,
le plus important, me semble-t-il, pour un territoire, et c'est vous qui allez nous le dire, dans le patrimoine d'une ville, il y a les humains qui ont contribué à la vitalité de notre territoire. Et quand je dis ça, je suis sûr que vous pensez à quelqu'un à Auxerre ou à quelques-uns très connus dans les domaines artistiques. Vous savez que nous avons un grand peintre qui a une renommée internationale. Il y en a d'autres d'ailleurs, pas seulement. Enrique Marin, je pense à lui. Des sportifs de haut niveau à Auxerre. Des représentants de ce qui fait la célébrité internationale de la Bourgogne, c'est-à-dire la gastronomie. Nous étions ce matin, nous avons emmené nos amis des villes jumelles voir l'établissement de Festin de Bourgogne qui se trouve à Boigny. On a été vraiment complètement étonnés de voir une entreprise avec un tel dynamisme. Également, le monde associatif contribue à cette vitalisation du patrimoine. Le monde politique également, nos politiques à différents niveaux savent parler de notre région. Et puis, nous avons maintenant un outil qui nous fait connaître à l'international, c'est tout ce qui touche au numérique. Alors, vous me direz, une conception élargie de la notion de patrimoine, ce sera à vous d'en débattre. Les intervenants vous apporteront de la matière et vous pourrez leur poser des questions. Alors avant de terminer, je voudrais remercier les intervenants ici présents qui ont pris de leur temps pour apporter leur témoignage, de se prêter au jeu sous la conduite de Thierry Beret, notre modérateur. Alors Thierry est un journaliste que vous connaissez tous. C'est aussi l'animateur depuis 2 ans d'une commission économique qu'il anime de manière bénévole. Parce que nous avons un projet pour l'année prochaine, mais je ne vous en dis pas plus. Ça sera dans le domaine économique. Merci à tous nos partenaires, publics et privés, et à la ville d'Auxerre, qui a mis à disposition ce lieu emblématique de notre ville, l'abbaye Saint-Germain. Je terminerai en remerciant la petite équipe de notre association qui a porté à bout de bras l'organisation de ces 3 journées. Et je vous remercie, vous, cher public, de votre présence. Alors je vous proposerai un slogan, c'est ce qui fait la une de Télérama cette semaine. Ensemble, réinventons le patrimoine. Merci Marité Catacol. On applaudit encore une fois pour cette introduction. Merci à l'équipe technique de l'abbaye Saint-Germain. On peut l'applaudir le garçon parce que c'est jamais évident d'intervenir à chaud comme ça. Merci à toi. Et merci à vous, mesdames, messieurs, d'être aussi nombreux pour cet après-midi très riche en informations et en partage. Vous l'avez compris, des temps de présence sur scène, mais vous pouvez intervenir à tout moment. La modalité pratique, elle est simple, on lève le doigt, je me présente auprès de vous pour vous faire parler, mais en même temps ça me fait faire de l'exercice dans la salle, même si je n'ai pas eu le temps malheureusement de rejoindre les équipes d'Evelyne Dier-Chapuis à midi. Mais c'est toujours un plaisir d'aller visiter des entreprises qui fonctionnent, notamment le Plaisir d'Ailnay qui est à Poigny et qui est une filiale du groupe Festin de Bourgogne. Alors ça tombe bien finalement, et je trouve qu'au-delà des rencontres, des journées du patrimoine, des journées européennes du patrimoine qui se font ce week-end, vous savez bien sûr, comme vous et moi, qu'il y a en même temps ce fameux loto du patrimoine qui a été instauré par l'initiative de Stéphane Bern, plus de 2,5 millions de tickets vendus en 15 jours, et logiquement ça devrait rapporter 20 millions d'euros. Tout ça pour effectivement développer des initiatives économiques à vocation culturelle, touristique et autres au niveau de l'économie. Je pense qu'on peut applaudir l'initiative, mesdames, messieurs.
Nonobstant, Stéphane Bern est un garçon qui a toujours été le porte-parole emblématique du patrimoine, donc sans objectivité politique, d'ailleurs il le dit lui-même puisqu'il n'est pas un politicien, c'est quelqu'un qui a le patrimoine au fond de la peau et du cœur. On va faire tout de suite une petite immersion dans l'histoire de notre ville et puis dans l'histoire de ce site magnifique qui nous accueille aujourd'hui, l'abbaye Saint-Germain. Je demanderai à Delphine Lano, qui en est la conservatrice du musée Saint-Germain, bien sûr, et que l'on l'applaudit chaleureusement, c'est jamais facile de venir, de me rejoindre. Delphine Lano, merci. Et puis un garçon... Delphine, on peut s'installer tranquillement. Voilà, on est entre nous, confortable. Et puis un garçon qui fait aussi beaucoup pour le tourisme, pour, je dirais, l'éducation touristique de qualité. C'est Laurent Devel, que l'on ne présente plus, puisqu'il est bien connu aussi dans la région. Laurent Devel, qui nous rejoint aussi. Installe-toi, mon cher Laurent. Hop. Alors, il y a un petit micro qui est là, qui fonctionne. Delphine, un petit mot déjà de présentation de cette salle qui nous accueille aujourd'hui. Alors, c'est l'ancien réfectoire de l'abbaye Saint-Germain, où pendant plusieurs siècles, les moines se sont restaurés. Vous voyez que les fenêtres ne sont pas à hauteur d'homme pour éviter que les moines soient distraits pendant le repas et puis voilà, se laissent aller à quelques pensées qui... pas tout à fait compatibles avec leur statut. Voilà, donc les moines ont fréquenté cette salle et effectivement on voit aussi, je crois, à un endroit de la salle une date qui est importante ici, qui est une date à laquelle le réfectoire a été également restauré. Il y a plusieurs grandes périodes à l'abbaye Saint-Germain et pour la période moderne, notamment l'arrivée des Mauristes qui au XVIIe siècle surtout, vont un peu bousculer les habitudes ici et puis reprendre l'abbaye en main. En tout cas, c'était leur souhait, donc ajouter des bâtiments, transformer, cacher des décors qu'ils estiment être trop distrayants pour les moines. Donc, ils vont apporter beaucoup de transformations à cette abbaye. Alors, je sais que c'est une entreprise séculaire. Est-ce que Festin de Bourgogne nourrissait déjà les moines à l'époque? Pardon? Je ne sais pas. Alors, il y a, pas le pendant, mais il y a le cellier où les moines stockaient évidemment leur nourriture, dans laquelle on fait aujourd'hui nos expositions temporaires. Alors, on dit souvent que le cellier est quand même très très grand, plus de 400 mètres carrés. On se dit quand même que les moines devaient avoir bon appétit. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'ils stockaient aussi les choses qu'on leur laissait qui provenaient des terres de l'abbaye. Donc, ce n'était pas uniquement pour leur consommation personnelle. Et il devait y avoir quelques belles barriques de vin. Bon, ça, je ne m'engage pas sur ça. Sans doute. Laurent, on va remonter peut-être encore plus loin dans le temps. On fait passer le micro. Je suis désolé, il n'y a qu'un seul micro pour plusieurs intervenants. On va remonter peut-être dans le temps encore plus loin pour repositionner Auxerre dans l'histoire. En fait, le passeur de mémoire sur Auxerre est un patrimoine écrit et graphique que l'on retrouve aussi bien numériquement que dans les bibliothèques. On parle effectivement de l'abbaye Saint-Germain où les moines du 9e au 11e siècle, c'était l'école carolingienne, l'une des plus réputées de la Francie occidentale et de la chrétienté. Et elle comptait jusqu'à 5000 élèves et 600 moines. Et on retrouve les œuvres de ces moines, Muretat, Quémon, Héry, Rémy, ces œuvres qui côtoient celles du sulfureux rétime de la Bretonne au XVIIIe siècle ou les sages poèmes de Marie-Noël, mais également les traductions grecques de Jacques Amyot à la Renaissance. Le patrimoine des Auxerrois a été réalisé par les essarteurs, maçons, pierriers, carriers, chauffourniers, tuiliers, briquetiers, charpentiers, charretiers, tombeliers, cordiers, mais aussi forgerons, serruriers, scieurs, potiers, vanniers, verriers, mais aussi
par nos futurs héros de la modernité qui sauvegardent notre mémoire sur le data center d'Auxerre, par exemple, ou encore sur la grange de Beauvais qui s'est animé ces traditions et des nouvelles technologies. Nos ancêtres, en fait, avaient pour patrimoine leur sous-sol, qui était hérité du Jurassique. Auxerre est bâti sur une côte rocheuse en calcaire portlandien. C'est-à-dire que les matériaux à notre disposition en Bourgogne offrent différentes variétés de faciès. Ici, le calcaire provient des poissons cartilagineux et autres mollusques qui s'étagent en fait sur 150 millions d'années et qui gardent l'empreinte d'une mer chaude peu profonde, tropicale. C'était Bora Bora ici. Donc des risques d'ouragan de force 5 comme Florence. Des risques d'ouragan comme Florence. Il m'entend pas, il n'y a pas de retour, je suis désolé. Oui, comme Florence. Ouais. Comme Florence. Mais naturel, notre terroir regroupe vastes forêts, des collines, des rivières, mais aussi ce patrimoine historique et culturel qui a été élaboré par l'homme et qui mériterait, au même titre que le Vézélien d'ailleurs, d'être inscrit au patrimoine naturel de l'UNESCO, comme le Vézélien il y a depuis 20 ans. Et ce serait une distinction qui me semblerait aussi prestigieuse pour Auxerre et nécessaire. Un petit mot, juste pour faire une pause, week-end ludique, qu'est-ce que c'est précisément? Week-end ludique a pour but de faire venir les 10 millions de franciliens tous les week-ends en Lyon. Ce qui est quand même une vaste tâche, mais d'intéresser en fait Paris au fait que Auxerre, le Serrois, est à une centaine de minutes de Paris, au même titre que la Normandie, et que la mer que l'on a en Bourgogne se trouve au fin fond des ceps de vigne qui sont dans nos verres, et qu'on a beaucoup d'atouts à leur proposer, et suffit-il de leur dire, en l'occurrence. Donc une très belle initiative de valorisation économique. Effectivement, oui. Absolument. Je reviens sur Delphine, on va faire des petits échanges entre nous. Alors ce musée, finalement, parlons du musée puisque vous en êtes la conservatrice, qu'est-ce que l'on peut y découvrir, qu'est-ce que l'on peut y apprécier? En termes de fréquentation touristique, c'est un des points forts sans doute de notre capitale du département. Quelques mots d'explication, Delphine. Alors quelques mots d'explication. Donc effectivement, le service que je gère s'occupe de plusieurs musées. On parle souvent du musée d'Auxerre, mais en fait, la ville bénéficie de 2 musées de France, qui ont l'appellation musée de France, le musée de l'abbaye Saint-Germain, qui est installé dans l'abbaye Saint-Germain, et le musée Le Blanc-du-Vernois, qui se trouve rue des Glenies, qui est un petit musée donc au fond d'un square qu'il ne faut pas hésiter à aller découvrir. Et on gère aussi une salle qui s'appelle la salle des Cmuls. Je pense que j'aurai pas forcément le temps d'en parler, mais qui est aussi un petit bijou qui se trouve dans l'hôtel de ville, qui est rempli d'objets liés à la petite mais aussi à la grande histoire du Premier Empire, du tout début du 19e siècle essentiellement, et qui est à découvrir également, et qu'on souhaiterait aussi intégrer aux collections au Musée de France. Donc ces collections, elles sont très variées, et le parcours que vous pouvez aujourd'hui découvrir à l'abbaye Saint-Germain, il vous donne juste un aperçu de ce que l'on possède. On a un parcours qui est essentiellement archéologique, mais en fait, caché au fond de notre réserve, nous avons aussi des peintures, des sculptures, des gravures, des estampes, des médailles, des textiles, toutes sortes d'objets. On a par exemple 500 peintures à l'huile, nous avons aussi des gravures, nous avons presque 200 sculptures, et tout cela, alors il y a quelques grands noms, des Lebrun, des peintures dont les noms des artistes vous diront forcément quelque chose, mais aussi des collections qui se sont constituées, qui sont reflets de certaines histoires de l'art, mais qui se sont constituées à partir des goûts des Auxerrois au XIXe siècle. Ce type de musée, les musées d'Auxerre, ils sont nés au XIXe siècle, et ils reflètent quelque part aussi les goûts, les envies des Auxerrois de l'époque, comme très souvent les musées sont nés avec certaines sociétés savantes de l'époque, et les notables de l'époque, mais pas seulement, ont fait des dons à leur musée. C'est comme ça que les collections petit à petit se sont enrichies. Donc il faut les voir sous 2 angles, ces collections, à la fois l'histoire de l'art, mais aussi comme étant le reflet des Auxerrois. Et ces collections, même si le message a parfois du mal à passer, elles sont la propriété des Auxerrois, plus largement aussi, mais avant tout des Auxerrois.
S'il y avait une pièce maîtresse sur laquelle il faudrait insister, je sais bien, il y en a pléthore, sans compter celles qui sont dans les réserves, forcément. S'il y avait une pièce maîtresse, selon vous, Delphine, laquelle est-ce? C'est compliqué. Alors, un moulage, c'est pas une œuvre originale, et pour la petite histoire, parce qu'elle est très connue et parce qu'il y a toute une histoire accrochée à cet objet, évidemment, la Dame d'Auxerre, dont on ne possède plus aujourd'hui que le moulage, qui est à découvrir au Louvre, qui a été pendant quelques années auxerroise, qui a été redécouverte à Auxerre. Donc c'est une vieille statuette crétoise du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc très ancienne, qui a très vite éveillé l'intérêt du Louvre et qu'on connaissait mal, enfin localement on connaissait mal à l'époque, on n'a pas forcément vu l'intérêt, et bien elle est partie au Louvre. Et en échange, nous avons obtenu une peinture d'un peintre de l'époque qui s'appelle Anoto. Deuxième plateau, et je demanderai, alors c'est un plateau qui est très masculin d'ailleurs, hein, c'est un peu la parité vue dans l'autre sens. Je vois messieurs Jean-Claude Héroult et Patrick Henry qui vont me rejoindre. Ils représentent l'un le président, l'un le trésorier, l'autre le directeur. Vice-président, ça change, c'est comme le CAC 40, et l'autre le directeur de la Grange de Beauvais. Mesdames, messieurs, on les applaudit. Ils s'installent. Alors on apprécie beaucoup le vin du Clos de la Chapelle. On peut récupérer une belle bouteille de ce merveilleux nectar, s'il est rare. C'est Thierry que je demanderai de nous rejoindre, le directeur de la production. On les connaît tout autant pour leurs activités coopératives agricoles. On a le plaisir d'accueillir le président Gérard Delagneau, 110 Bourgogne, une ovation de l'agriculture. Je change de micro, c'est peut-être mieux. On en a parlé tout à l'heure, c'est séculaire et historique, ce sont les compagnons du devoir. Dimitri Andriot est-il là, Dimitri? Sous les applaudissements nourris d'un public. Et puis je pense qu'il y a Vincent Vallée qui représente l'AGIA. Il est membre du comité directeur de l'AGIA Omnisport. Vincent Vallée, que l'on applaudit également. Et bien, c'est formidable. Et voilà, on s'adapte, Vincent, il y a même un siège pour vous. Je suis vice-président. Vice-président. La Grange de Beauvais, on en a parlé dans l'exposé de Laurent, effectivement. Venouze, c'est pas très loin d'ici, il faut aller voir, c'est fantastique. C'est cistercien. En quelques mots, c'est quoi? Alors, la Grange de Beauvais, ouais, ça marche bien. Pour vous situer, donc Venouze, à côté de l'abbaye de Pontigny. La Grange, c'est une ancienne ferme cistercienne qui dépendait de l'abbaye de Pontigny. Il y avait entre 15 et 20 granges. Grange, c'est l'appellation ferme de l'époque. Des granges céréalières, des granges viticoles, des granges industrielles. Et nous, c'était une bergerie construite en 1237. Donc il y avait à peu près 15 à 20 frères convers, puisque c'était pas des moines, hein, c'était les frères convers, qui travaillaient pour donc fournir l'abbaye. Et cette abbaye, donc, cette grange plutôt, son activité a cessé donc avec le décès du dernier propriétaire, sans succession, donc c'était en 95. Et à l'époque, il n'y avait pas de... Personne n'était intéressé par les bâtiments. Ces bâtiments ont été rasés. Et les Amis de Pontigny, qui gèrent les animations autour de l'abbaye de Pontigny, ont fait une opération de sauvegarde à l'époque. Et on a monté une SCI pour racheter le bâtiment, les bâtiments et les 3 hectares de terre attenante. Et en 96, on a créé l'association, dont on fait partie tous les deux, pour dynamiser, animer, restaurer et sauvegarder ce bâtiment. Donc ça fait 22 ans que ça dure. Alors 22 ans que ça dure, le micro ne dure pas trop non plus, décidément. 22 ans que ça dure, en fait, il faut que je me déplace. Je suis toujours en mouvement. 3 à 400 personnes bénévoles, je crois, c'est ça? Alors, donc les chiffres importants, c'est 450, 470 adhérents, suivant les années, avec les renouvellements. Des fois, ça se jumelle d'une année sur l'autre. Donc c'est déjà très très important. Et ça, c'est depuis le début, hein, depuis les 10-15 ans qu'on vient de passer. On monte un petit peu en puissance. On parle de 40 à 50 bénévoles. Là aussi, c'est la force de la Grange. Donc on a réussi à motiver des gens souvent retraités, qui sont des anciens artisans, qui ont le savoir, la connaissance, et qui viennent partager donc, dans ce tiers-lieu
les termes nouveaux employés à l'époque, hein, on va parler bientôt de numérique, mais là on parle de tiers-lieu, donc c'est un endroit d'échange, de collaboration, où on travaille ensemble sur des projets communs, et ça représente 10 000 heures de travail, puisqu'on est ouvert tous les mardis, tous les samedis, toute l'année, et il y a des gens qui travaillent à la grange dans différentes activités, bâtiments, jardins, ruchers, vignes et Fab Lab, atelier numérique. Jean-Claude, oui. Parce que j'imagine qu'il y a aussi des organismes institutionnels ou des partenaires économiques qui vous soutiennent. Tout à fait. Oui, donc je voudrais revenir un petit peu sur le projet économique parce que pendant 22 ans, on a vécu des adhésions, des animations, etc. Et pour vous donner un chiffre, la restauration de la Grange de Beauvais, c'est autour d'1 million d'euros, 1 500 000 euros. Et chaque année, on dégageait environ 15 000 euros, 20 000 euros pour financer les travaux. Donc on est très, très loin du compte. Et donc pour la survie de la Grange et la pérennité de ce patrimoine, on a imaginé un projet qui puisse associer des entreprises, des collectivités publiques, des bénévoles bien sûr, mais aussi des salariés. Et donc notre projet futur s'appelle un projet participatif citoyen par la création d'un écosystème en milieu rural. Alors, ça va comporter, c'est très vaste, mais c'était aussi nécessaire pour pouvoir trouver des tours de table et des investisseurs. Et ça va tourner autour de deux structures. Une structure associative donc, qui va poursuivre son activité et qui, elle, va créer du lien social. Et donc, comme l'a dit Patrick, l'idée c'est de créer et d'animer un tiers-lieu. Patrick pourra en parler. Et la deuxième structure, et là c'est une nouveauté, c'est la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui va porter la totalité des activités économiques, dont le maraîchage dont Patrick vient parler, mais également une offre touristique, et puis bien évidemment bien d'autres activités, c'est-à-dire des événements, etc. Je parlais tout à l'heure des soutiens institutionnels, certainement qu'il y a eu une mise de fonds de la région, du département, de l'État, de l'Europe. Bien sûr, oui, alors si vous voulez, on a cette chance d'avoir une multitude d'institutionnels, hein, en commençant par le département, la région, la communauté de communes, la commune de Venouze, et puis les petites communes autour, mais également nous avons Bourgogne Active, nous avons l'ADEME, nous avons... j'ai pas toute la liste là en moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre projet, qui est un projet encore une fois citoyen, participatif, intéresse évidemment aussi, je pensais, de la Fondation du patrimoine, puisque nous avons deux collectes au niveau de la Fondation du patrimoine, l'une pour l'aménagement du Fab Lab, puisque nous avons un Fab Lab, Patrick pourra en parler, mais également pour toute la partie maraîchère. Dernier point, on reviendra vers vous. En termes d'emploi, parce que forcément, il y a un projet économique, qui dit projet économique dit création d'emplois. Alors oui, le premier emploi que nous allons sans doute créer, si tout se va bien à compter du 1er janvier 2019, ça sera un maraîcher professionnel. Un maraîcher professionnel, c'est pour premier trimestre 2019, si tout se passe bien. Avant les européennes. Avant les européennes. Ça peut encore faire tomber des fonds, éventuellement. On fait tourner Gérard Delagneau. Merci Gérard d'être parmi nous. Gérard, mais tu as un micro devant toi. Il est là. Mais il n'a pas de fil celui-là, je suis désolé. Mais... Est-ce qu'il marche bien Gérard? Enfin, je sais pas. Oui, le retour. Je te reçois 5 sur 5. 110 Bourgogne et le patrimoine. Tiens donc. Et pourquoi? Quelle histoire? Alors c'est une histoire plus récente. 110 Bourgogne est une coopérative agricole avec des silos. Il y a le Batardeau, on va parler je pense plus spécifiquement du Batardeau aujourd'hui, mais on a le nord de la Côte d'Or, le département de Lyon, on va jusqu'à Montreux, donc on a des silos qui se trouvent en campagne, et puis on a des silos qui se trouvent à la fin en périphérie des villes ou dans les villes. Donc le Batardeau en fait partie. Je veux dire, c'est une construction assez récente parce qu'après la crise agricole des années 20, les agriculteurs se sont rassemblés aussi en coopérative justement pour surmonter la crise, pour pouvoir stocker des céréales, pour surmonter la crise.
Avant de parler de ce fameux silo et le pourquoi de ta présence, un mot sur le monde de l'agriculture et cette très belle coopérative 110 qui est sur plusieurs départements. Oui, on est sur plusieurs départements puisqu'on est dans le Nord Côte d'Or, le département de Lyon et le sud de Seine-et-Marne. Ça, c'est l'histoire. Hein. Je veux dire, c'est une agglomération de 13 ou 14 coopératives depuis les années 90. 110 Bourgogne, pourquoi 110 et Bourgogne. Bourgogne, on dit c'est un nom porteur. 89, on n'a pas été chercher loin, plus 21, ça fait 110. Et aujourd'hui, on est à 110% avec nos adhérents. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Et on n'est pas seulement, je veux dire, dans les céréales, puisque aujourd'hui, on est aussi en plein ruralité, puisqu'on a 24 magasins sous l'enseigne Gamme Vert, où on fait aussi des produits bio. Aujourd'hui, on s'adapte au marché et on aide aussi à développer l'agriculture bio, l'agriculture traditionnelle. On est aussi sur un marché porteur, puisqu'on a un deal avec la Chalisienne, bien entendu, avec nos adhérents qui font de la vigne aussi. Et dans l'alimentation animale, puisqu'on a une usine. On a 3 usines en fait. On en a une dans Lyon, une dans l'Ain et une en Saône-et-Loire. Combien d'agriculteurs sont rassemblés derrière cette entité 110 Bourgogne, cette coopérative? 1600 agriculteurs actifs aujourd'hui. Et je crois que vous avez des liens avec Innovae, qui est l'autre grosse coopérative. Bien sûr, c'est l'autre coopérative qui se situe dans le nord du département. Et on a une union intégrante entre nous, puisque bien sûr, aujourd'hui, dans tout le monde économique, il y a des représentants de l'économie aujourd'hui, on est obligé de mutualiser les coûts. Et donc ça nous permet, à la fois avec cette union intégrante, d'être proche de nos adhérents, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a des très très grands groupes qui s'éloignent des agriculteurs. Et les agriculteurs est quand même un métier un peu solitaire, et il faut qu'on soit aussi proche. Je veux dire, à 110 Bourgogne ou Seigneur, puisque c'est l'Union, c'est moi qui suis le président aussi, on doit pouvoir rencontrer chaque adhérent, on doit pouvoir rencontrer le président en permanence. Alors revenons à Auxerre et revenons à ce fameux site, ce silo des Batardeaux, connu comme le loup blanc, mais je ne veux pas parler du loup avec toi aujourd'hui, c'est un autre débat. En agriculture, il y a des problèmes du loup. Mais on n'en est pas loin. Vous savez que, mesdames, messieurs, le loup, il rôde dans l'Aube, dans la Nièvre, dans Lyon. C'est un grand débat. D'ailleurs, le préfet est intervenu cette semaine sur le sujet, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ce site, dorénavant, les Auxerrois le regardent avec ils ont une autre perception, puisqu'il est découpé. Un graffeur est intervenu. Comment ça s'est passé, cette initiative, Gérard? L'aventure a commencé il y a 2 ans, et puis on a rentré le rendez-vous avec le développement rural avec l'Auxerrois, de la région de l'Auxerrois, et puis avec M. Roicourt, qui en est le président, je crois, de l'association. On s'est dit, il y a quelque chose à faire, et quand il est venu faire une proposition, il y a environ 1 an, pour une fresque sur le Batardeau. Donc moi j'étais partant tout de suite en tant que président. Bien sûr, il a fallu que j'arrive à convaincre mon conseil d'administration et les agriculteurs. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ce silo est décrié. Il est dans le milieu de la ville, j'entends bien, j'entends les responsables de la ville d'Auxerre. On a dit, mais Gérard a écouté, non, c'était une verrue dans la ville. On a même dit que c'était une verrue. Et il y avait un des préfets, parce que bon, vu mes fonctions, je rencontre assez souvent le préfet, il me disait, regardez, monsieur Danilo, il y a Saint-Avoine qui est là, qui défigure un petit peu le paysage. Et on en a pleinement conscience, parce que moi aussi, je suis maire d'un village rural, il n'y a pas de silo chez moi, mais de 400 habitants. Et je me suis dit, ça peut être une aventure humaine et rapprocher, je veux dire, la rencontre des ruraux avec la ville. Et je pense que c'est le début, c'est pas une fin en soi, mais aujourd'hui, la verrue, entre parenthèses, du Batardeau, quand on a inauguré, il y en a qui soutiennent maintenant, disent mince, ça serait dommage de les démolir, alors qu'ils sont encore en activité, je le dis. Il est fonctionnel, le silo, toujours. Pardon. Il est fonctionnel, il est fonctionnel. On a arrêté le moulin, parce que bon, il y avait des nuisances avec le moulin. Le moulin est à Sens maintenant, aujourd'hui, avec les moulins du Mé. Et on collecte, parce que bon, il y a des problèmes sur la ville d'Auxerre, sur la région. On collecte de l'agriculture bio, qu'on aide à développer. Donc, il y a de la collecte bio qui se fait dans le silo du Batardeau. On viendra, on fait un teasing, on reviendra tout à l'heure vers toi, Gérard. On va glisser vers la GIA Omnisport, parce que forcément, c'est un patrimoine, c'est un monument, la GIA. Historiquement, les 100 ans d'ailleurs se fêtent ce week-end, demain, si je ne m'abuse. Vincent, explique-nous un petit peu ce qu'est la GIA Omnisport déjà. Alors, j'aimerais déjà faire une petite précision, c'est que je ne représente pas la GIA Football que tout le monde connaît et qui est le porte-drapeau emblématique d'Auxerre. Je représente la GIA Omnisport. Donc c'est d'autant plus intéressant que la GIA Omnisport
ne compte pas parmi ces sections le football. Le football était dans la GIA Omnisport jusqu'à temps que le club devienne professionnel en 1980. Donc la GIA Omnisport regroupe toutes les sections, c'est-à-dire 17, sportives et culturelles, sauf le football. Mais ça ne m'empêchera pas de donner quelques infos sur le football, puisque ce sont des cousins et qu'on travaille régulièrement avec eux. Donc, Association de la jeunesse auxerroise, 1905. Tout est dit avec ces 4 informations. Merci Vincent, c'est bon, tout est dit. Pourquoi auxerroise? Parce que cette association a œuvré au fil du siècle et jusqu'à maintenant, depuis 1905, pour former la jeunesse, pour l'éduquer et venir en complément de l'éducation scolaire et l'éducation parentale. Donc il y avait une volonté de toucher le public auxerrois. Maintenant, c'est le Grand Auxerrois qui est concerné, puisque dans nos 1500 adhérents, nous avons la moitié d'Auxerrois et l'autre moitié, ce sont des gens qui habitent aux alentours. Jeunesse, puisque la cible de ce club était la formation de la jeunesse, donc toucher les familles et toucher les enfants que les familles nous confient. Association, le mot est intéressant, surtout si on vient en arrière, en reculant, jusqu'à 1905. 1905, c'est une date clé qui est la date de la séparation de l'Église et de l'État et qui s'inscrit 4 ans après 1901 dans une volonté républicaine de consolidation des valeurs de la République. Et ainsi, le fondateur de la GIA qui s'appelle l'abbé Deschamps, et donc le stade s'appelle Abbé Deschamps depuis 1950, à la mort de l'abbé Deschamps. Avant, il ne s'appelait pas comme ça, c'était le stade de la Route de Vaud. Quand le passé rejoint l'avenir, c'est le thème de ce plateau. Merci Vincent, on reviendra vers toi tout à l'heure. Je me retourne vers la doublette des compagnons du devoir, Dimitri et Luc Fossé, qui nous a rejoint, j'ai retrouvé son nom entre-temps. Le passé, parce que c'est vrai qu'historiquement, les compagnons, c'est une vieille maison, Dimitri. Alors, je vais peut-être passer le... En ta qualité de prévôt, hein, c'est ça? Oui. Alors, juste avant de... Je voudrais qu'il me définisse un peu ce qui est... Ah, le prévôt. Alors, donc bonjour à tous, Dimitri Andriot, donc compagnon maçon. Et donc actuellement le prévôt de la maison des compagnons du devoir à Auxerre. Et le prévôt chez les compagnons, c'est tout simplement le directeur de la maison, voilà, qui va se charger de tout ce qui va être la promotion de l'association, du compagnonnage, et donc de permettre tout simplement à chacun, à chacune de s'accomplir dans et par son métier, dans un esprit d'ouverture et de partage. Parce que le prévôt, décidément ça ne fonctionne plus mon menton, le prévôt, il a quel âge si on te regarde aujourd'hui? Alors le prévôt, il a 25 ans. Justement, 25 ans, comment, en 2 mots pour bien comprendre comment tu es arrivé dans le compagnonnage, parce que c'est assez spécial, c'est une école de la vie, c'est une école spécifique, particulière. Qu'est-ce qui t'a amené à être compagnon et à devenir prévôt? Alors, ce qui m'a amené à être... Et lui, il n'a plus de micro. Non. Alors, voilà. Alors, ce qui m'a amené à être chez les compagnons du devoir, c'est tout simplement que... alors, pour la petite histoire, donc moi j'ai toujours voulu être maçon depuis l'âge de 10 ans. Donc je suis allé en lycée professionnel et c'est là que j'ai rencontré les compagnons du devoir qui sont venus. Et tout simplement l'envie de voyager. Parce que chez les compagnons du devoir, on apprend notre voyage on apprend notre métier en voyageant en France et dans le monde. Donc j'ai tout de suite, moi mon métier, apprendre mon métier en plus en voyageant, j'ai dit oui tout de suite. Et donc je suis parti à peine 17 ans de chez moi. Alors moi je suis natif de Champagne-Ardenne, à côté de Nancy, hein, il y a eu des déménagements dus aux mutations de mon père. Et j'ai commencé par la ville de Cholet. Voilà, Cholet qui était à 7 heures de chez moi. Je suis parti le dimanche et le lundi j'étais au boulot. Et j'ai commencé mon Tour de France. Voilà, donc j'ai fait 8 ans de Tour de France. Pour apprendre mon métier dans sa globalité, que ça soit traditionnel, la rénovation, le gros œuvre, monument historique, et je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai vécu une petite... Comment? Un Tour de France sans produit dopant. Sans produit dopant. Non, alors non, pas du tout. Produit dopant, c'est mon métier. Et puis le compagnonnage surtout. Est-ce que ce Tour de France peut aller jusqu'à l'Europe?
Il fait le tour du monde. Le Tour de France aujourd'hui fait le tour du monde. Vous avez aujourd'hui un Tour de France qui va démarrer au Canada, le Tour du Canada. Vous avez des maisons en Angleterre, vous avez des maisons en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg. Voilà, le Canada. Parce qu'en fait, sur votre Tour de France, vous avez une année à faire obligatoire à l'étranger, du moins hors frontières. Moi, j'ai décidé de la baser sur les îles, donc je suis parti vivre 1 an en Nouvelle-Calédonie. Je suis revenu en France. Et c'est là que j'ai taillé la réception. Donc tailler la réception, c'est le moment où on réalise ce fameux chef-d'œuvre que tout le monde entend, enfin que tout le monde connaît. Donc moi j'ai réalisé mon chef-d'œuvre roman. Et alors quand vous êtes reçu compagnon, vous devez encore des années de devoir. Et donc dans ces années de devoir, on peut être soit prévôt, soit formateur, ou rester compagnon itinérant et s'occuper de la corporation. Donc c'est des missions qui n'existent, c'est des métiers qui n'existent que chez les compagnons. Et ça sera toujours un compagnon qui peut être prévôt. Et c'est toujours dans ces âges-là, entre 23, 25 ans, que l'on est prévôt, donc sur la fin de son Tour de France. C'est des missions qui durent 3 ans. Et au-delà de 3 ans, c'est totalement fini. Merci Dimitri. Alors j'ai gardé la quintessence de ce plateau un peu pour la fin de cette première partie, parce que mesdames, messieurs, on va parler de vin avec le Clos de la Chenette Thierry Millière. Donc Thierry, je parlais tout à l'heure d'une production fantasmagorique pour vous, puisque finalement on voit peu de bouteilles, il y a une sélection très rude pour obtenir la moindre bouteille de ce nectar. Explique-nous un peu ce qu'est le Clos de la Chenette, on est le directeur de production, et surtout sa configuration historique et géographique dans le cœur de la ville. Bien, d'abord je ne te remercie pas Thierry, parce que là je suis sorti de mes cuves, je suis en pleine vinification et je vais y repartir aussi vite. Alors quand même, autour de la table, là je peux quand même dire qu'il y a au moins un client Chenette, sans le nommer. Alors le Clos de la Chenette, on peut faire un lien avec Delphine qui a évoqué tout à l'heure la salle de restauration. On peut imaginer que le Clos de la Chenette était sur la table des moines, puisque évidemment ces vignes appartenaient autrefois aux moines de l'abbaye de Saint-Germain-l'Auxerrois. Historiquement, séparation de l'Église, des biens de l'Église, de l'État, évidemment ces vignes ont été redistribuées à des bourgeois aisés de l'époque après la Révolution française, et c'est seulement un petit peu à partir de la crise phylloxérique de 1860-1870 que ces vignes ont été achetées par l'asile d'aliénés. Et c'est même le baron Haussmann, lors de ses 2 années de passage sur Auxerre, lorsqu'il était préfet, qu'il a eu la bonne idée, pour notre établissement maintenant, en termes de produits, de dire acheter ces vignes, ça fera de l'occupationnel pour les patients, qu'on n'appelait pas les patients à l'époque, mais plutôt les fous. Donc cette vigne, elle a évidemment été dans un premier temps occupationnelle pour nos patients, et aujourd'hui, Thierry, tu te doutes bien que je n'ai pas droit à l'erreur, je dois vinifier, commercialiser dans les règles de l'art, selon les mêmes d'ailleurs règles de l'AOC, puisque nous sommes en AOC. Si on donne quelques chiffres justement de production, de volume, ça représente quoi? Alors cette année c'est top secret, puisqu'on est sur une année de grande abondance. Alors plus sérieusement, l'an dernier, eh bien, j'avais double gelé au printemps, donc j'avais 75% de pertes. Cette année, la récolte est bonne, malgré cette sécheresse et ce manque d'eau évident estival. Je suis à près d'une 60aine d'hectolitres hectares, sur 4 hectares, dont 1 hectare de pinot noir et 3 hectares de chardonnay. Voilà. Tu parlais de la commercialisation, évidemment, on a un petit souci pour pouvoir satisfaire notre demande, puisque près de 2600 clients viennent chaque année chercher les 10 bouteilles, donc distribuées au prorata, et en parallèle un fichier d'attente de 300 personnes. Donc il est toujours un petit peu difficile de pouvoir goûter le vin du Clos de la Chenette. C'est pas un vin extraordinaire, c'est un vin historique. Tout à l'heure, on évoquait le portlandien. Effectivement, les terres de Chenette sont sur du portlandien et non pas sur du chiméridgien. On aurait peut-être une meilleure qualité,
Mais ceci étant dit, moi je travaille sur le pot depuis une trentaine d'années et j'essaie de le vinifier en bon père de famille et du mieux que je peux avec ma petite équipe réduite. Merci Thierry de ces précisions. Alors, mesdames et messieurs, avant de clore cette première table ronde, la parole pour un vin. Je suis désolé, normalement j'aurais dû venir avec le micro vers vous. Je ne viendrai simplement vers vous que pour vous donner la possibilité de vous exprimer fortement. Vous allez comprendre, on a une très belle acoustique dans cette salle, à défaut du matériel. Vous poser quelques questions ou réactions par rapport à ce qui a été dit. Alors moi je suis une ancienne enseignante, j'ai exercé dans le cadre des lycées d'enseignement professionnel et j'ai un engouement sans limite pour les compagnons. J'ai vu la désespérance des jeunes en lycée d'enseignement professionnel et je voulais vous demander si un jour l'éducation nationale aura l'audace de renouveler ce qui fait actuellement problème au sein de l'éducation via votre image de marque, vos résultats, l'enthousiasme, tout au positif, alors que de l'autre côté, c'est presque, dirons-nous, en régression. Dimitri, ça a été, oui, moi je vous dirais que s'ils nous suivent, je l'espère, parce que c'est vrai que c'est une très belle aventure. Les jeunes sont heureux, connaissent leur métier, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et de positif. Parce que vous dégagez du positif dans le métier, et justement ce qui manque à la jeunesse actuellement, c'est lorsqu'elle sort du cursus scolaire des lycées technologiques obligatoires, à la sortie, la jeunesse est démotivée. Donc moi ce que je voudrais souligner, enfin le ressenti en tant qu'enseignante, c'est que vous avez deux facettes, un métier et le côté éducatif de la situation. Donc comment pourriez-vous transcender votre conversion en sensibilisant la jeunesse à la motivation? Parce qu'elle est absolument sans motivation. Ça peut se faire grâce à vous. Bouche à oreille, transmettre tous ces messages, que le compagnonnage est quelque chose de bien, pour qu'on puisse accueillir encore plus de jeunes. Si moi je peux faire partager les valeurs que j'ai, que les anciens m'ont transmises et que je vais transmettre à des jeunes, si je peux le transmettre à un maximum de jeunes, par rapport à un métier qui soit heureux dans leur vie grâce à ça, je le ferai à tout le monde. Alors après, ce que je sais, c'est notre secrétaire général, Jean-Claude Bélanger, qui est accompagnant en Charpentier, travaille activement avec l'État, avec le ministre de l'Éducation, notamment pour l'apprentissage, parce qu'ils prennent exemple sur. Il est à la table, par exemple, au niveau de ces institutions, parce que l'État nous demande comment est-ce qu'on fait pour réussir avec les jeunes, pour les remettre des fois dans le droit chemin, les faire en fraternité. Parce que nous, on est fraternels entre nous. Donc voilà, donc ils travaillent ensemble, les nouveaux apprentissages, on teste des nouvelles choses aussi avec les jeunes. Voilà. Donc c'est en marche. On vous regarde et c'est très bien. Un complément, Luc? Oui, ce qu'il faut dire un petit peu, c'est demander aux enseignants et à l'éducation nationale de ne pas décourager surtout les jeunes qui veulent aller à la médecine. C'est affreux ça, de voir les réactions de certains enseignants. Je me rappelle de quelqu'un de Noyer, une enseignante de Noyer, qui disait un jeune ne pouvait pas s'en être. Mais non, il ne faut pas faire ça, il faut en même temps les pousser les brouettes sur les chantiers. C'est horrible ça. Alors que, bon, tout le monde a une brouette chez lui et événement, et de temps en temps, il prend sa brouette pour les maintenant. Voilà. Une question pour la GIA. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure. À quel moment la GIA va venir en Ligue 1? Mais c'est vrai que les années passent, on s'en rend pas compte, mais ça fait maintenant 7 ans qu'on a quitté la Ligue 1, déjà, oui. Et sachez que tout est fait pour que le club retrouve sa place en Ligue 1, mais il n'y a pas que nous. Et quand on regarde la composition de la Ligue 2 maintenant, on trouve beaucoup de clubs qui étaient en Ligue 1 au temps de la GIA. Donc c'est un combat de tous les jours et une formation des jeunes nécessaire. C'est ce à quoi le club s'emploie depuis 1905. On va se projeter maintenant vers l'avenir et les perspectives, mesdames, messieurs.
Donc je demanderai à Héloïse Dérecté de me rejoindre, qui est la rédactrice, ma chère consoeur, rédactrice en chef de Sciences Humaines. Héloïse, que l'on applaudit. Et Thierry Créteur, le directeur de la culture, des sports, des événementiels de la LOCR, Thierry, qui nous rejoint, s'il te plaît, sous les applaudissements du public, quand même. Et puis Annick Vorobel, que l'on ne présente plus, c'est une architecte douée, dans un cabinet doué, c'est le cabinet Atria Architecte, que l'on applaudit également. Eh bien, mesdames, messieurs, je pense que notre plateau est quasiment au complet. Ah, monsieur, oh là là, l'architecte des bâtiments de France, Jean-Louis Auger, que l'on applaudit. Excusez-moi, Jean-Louis, vous avoir oublié. Et pourtant, vous êtes une pierre angulaire dans ce débat de cet après-midi, forcément. Vous vous installez, alors je vous rends de nouveau le micro. Et Héloïse va nous rappeler un petit peu ce qu'est Sciences Humaines, parce qu'on a la chance, à Auxerre, ça aussi c'est du patrimoine médiatique, on a la chance d'avoir un média national dans notre ville, on ne sait pas forcément. Héloïse, peux-tu nous rappeler ce qu'est Sciences Humaines, qui est une référence dans le domaine, et qui est une belle équipe rédactionnelle dont tu es la responsable? Bien sûr, merci d'avoir associé à cette journée. Bonsoir à tous. Donc, Sciences Humaines, Sciences Humaines aussi va fêter son anniversaire, puisque Sciences Humaines a 30 ans. Pouvoir imaginer que la patrie de France passe aussi un peu pour nous demain. Alors, il y a deux anniversaires. Il y en a un qui a 30 ans, puis l'autre qui a 28 ans, parce que Sciences Humaines est née en deux fois. D'abord en 1988, sous forme assez peu professionnelle, on va dire. C'était un cahier rodéotypé, on appelait ça les cahiers bleus, c'était presque distribué sous le manteau, mais ça s'appelait déjà Sciences Humaines. Et en fait, les rubriques actuelles étaient déjà là, l'esprit était déjà là, et c'était déjà Jean-François Portier qui a fondé Sciences Humaines, qui était aux commandes avec une petite équipe de copains qui sont toujours d'ailleurs, pour bien d'entre eux, les compagnons d'once de Sciences Humaines. Et puis 2 ans plus tard, en 1990, Sciences Humaines a pris une forme beaucoup plus professionnelle, distribuée par les LTP, avec une fusion nationale et même internationale, parce qu'on est très présent dans les grandes villes francophones. Par exemple, en Belgique, on est plus vendu que dans n'importe quelle région française. Donc, Sciences Humaines, au fond, c'est une entreprise auxerroise, c'est née à Auxerre, mais qui a vraiment eu un destin national. Et l'objet de Sciences Humaines, tout simplement, c'est de comprendre qui sont ces animaux un peu étranges que nous sommes tous, c'est-à-dire les humains. Comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils ressentent, comment ils font société, comment ils parlent, comment ils gouvernent, comment ils travaillent et bien d'autres choses ensemble. Et pour comprendre les humains, il n'y a vraiment aucune discipline n'est capable d'apporter de réponse à elle seule. Donc il faut les croiser, il faut interroger la psychologie, les sciences de l'éducation, les sciences politiques, les sciences de religion, les sciences du langage, même parfois la biologie, et puis comparer, expliquer, lire. Et c'est toute la mission de Sciences Humaines, et ce qui a fait son succès, puisqu'aujourd'hui, Sciences Humaines, donc 30 ans, magazine national, effectivement, magazine indépendant, je le souligne parce que c'est très très rare aujourd'hui dans le paysage de la presse. C'était déjà rare il y a 30 ans, ça l'est encore plus aujourd'hui parce qu'il y a évidemment beaucoup de gros groupes qui ont racheté tous les petits journaux. Nous sommes toujours indépendants, toujours au Serrois, équipe de 25 salariés, donc qui produit un mensuel, Sciences Humaines, un trimestriel, les grands dossiers des Sciences Humaines. Il y a les grands dossiers des Sciences Humaines, histoire, une fois par an maintenant, des hors-séries, un MOOC, et puis le petit dernier qui est le Cercle Psy, qui est un magazine trimestriel entièrement consacré à la psychologie. Et puis c'est quand même 135 000 lecteurs à peu près par mois, plus de 25 000 abonnés. Donc c'est une vraie réussite, je crois, au Serrois. Voilà, très belle entreprise que l'on ne connaît pas forcément, Sciences Humaines, ASR. On a été donc des débats extrêmement intéressants. Ça correspondait exactement à l'éthique que tu souhaitais autour de cette que nous souhaitions. C'est un collectif autour de cette manifestation. Oui, je pense que
certains d'entre vous ont trouvé que c'était un peu long, mais on a voulu donner un éclairage à cette notion de patrimoine qui nous sorte de l'éclairage que vous avez évoqué, monsieur, dans votre profession, par rapport au patrimoine historique. On a voulu montrer que nous sommes à une époque où les temps changent, on prend en compte aussi l'environnement naturel d'une ville, on prend en compte aussi son histoire, parce que quand vous allez sur un autre continent et que vous parlez, vous dites j'habite en Bourgogne à Auxerre, on vous répond oui, Giroud et Chablis. Ben ça c'est des Giroud, c'est quelqu'un qui a marqué notre territoire, une époque de l'histoire de la GIA. De même, quand on parle d'entreprises industrielles, beaucoup de gens ici disent moi j'ai connu Guillet, l'entreprise Guillet, elle faisait ci, elle faisait ça, elle avait un savoir-faire. Monsieur est intervenu tout à l'heure sur la dimension des minoteries, monsieur Delagneau, ça fait partie aussi du patrimoine et on voudrait faire passer cette notion. J'espère que vos réactions intéressées l'ont montré, c'est beaucoup plus vaste, cette notion de patrimoine, bien que le patrimoine à défendre bâti, c'est une priorité quand on a la chance d'avoir le patrimoine qu'on a dans notre Bourgogne, que nous aimons tous, mais on peut aussi s'appuyer sur des éléments du patrimoine, comme l'a fait la Grange de Beauvais par exemple, pour développer des activités contemporaines. Le patrimoine est préservé et les activités qui intéressent la population, associative, etc., sont satisfaites. C'est tout ça, c'est un gentil cocktail d'un certain nombre d'éléments qui me semblent importants. Alors ce que nous souhaitons, nous, l'association, je dis nous, parce que nous sommes quand même à peu près 300 adhérents, et dans ces adhérents, on aime faire des choses qui concernent nos villes jumelles, qui concernent la francophonie, puisqu'on a la chance d'avoir un partenariat avec un premier pays francophone, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Ce qu'on souhaite, c'est apporter une vision un petit peu élargie sur différents domaines. Comment on traite les affaires internationales, comment on s'implique dans notre vie locale. Et je pense que nous avons fait aujourd'hui, grâce à vous, avec vous, une réflexion commune. Alors après, je vais me retourner vers un élu de la ville d'Auxerre. On va excuser monsieur le maire d'Auxerre qui est retenu au tribunal parce qu'il y a un débat sur la délinquance, qui nous concerne hélas aussi. Voilà, et donc je vais te demander ton avis, toi d'élu, par rapport à ce que tu as entendu et notre initiative. Bonjour à tous, donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien, donc environ je fais la priori. Vous m'entendez pas? Il faut que je parle plus fort. Là? Là? Ah, faut que j'allume? Non, je vais faire plus fort. Donc, je suis pour l'association, il y a des élus qui sont délégué par le maire pour participer à cette association. Et moi, j'ai rejoint Marité depuis, on va dire, 6 mois. Alors, sur la qualité des entretiens, moi, je vais remercier tous les intervenants qui sont venus, parce que tout c'était de qualité, avec une montée dans l'histoire sur Auxerre, de l'origine jusqu'aux problématiques actuelles. Hein, monsieur l'architecte des bâtiments de France, et puis donc Madame Vorobel. Alors, j'étais collègue de ses parents, donc si vous voulez, je suis fier qu'une Auxerroise représente l'avenir. On peut réussir en étant auxerroise et revenir en Auxerre. J'ai bien entendu aussi ce que vous avez dit. Et Poitiers, c'est une jubilée. Ah oui, d'accord. Je voulais aussi donc, remercier tous les intervenants sur leur qualité, dire que bien sûr le maire va arriver tout à l'heure, parce que sur son agenda c'est 18h, il va confirmer tout l'intérêt qu'on porte à l'association et aux échanges qui sont faits. Dans le dernier échange qu'on a eu entre les architectes, on a eu des problématiques qui se vont se poser à Ouida, au Bénin, puisque vous allez construire c'est une des causes de votre visite chez nous. Vous allez travailler avec notre collègue Jean Cougelot. Donc on voit bien qu'on est dans des problématiques très actuelles. On a parlé de la culture et on a un peu parlé de vous, monsieur Enrique Marine. Sachez quand même qu'on a un artiste international qui expose partout, qui est très modeste. Et oui, vous pouvez l'applaudir, monsieur Marine. Si vous allez à l'hôtel Rivière, vous allez trouver des œuvres d'Enrique Marine. Voilà.
Mais ça va bien. Alors, moi, j'ai encore Enrique Marie, c'est peut-être que j'ai mon côté espagnol, je ne sais pas s'il est très bon, enfin, voilà. Donc, Mara Marine, mais c'est le même. Donc, moi, te remercier, bien sûr, Marité, merci. Remercier aussi toute l'équipe qui a participé, et bien sûr, tous les gens. Bien sûr, puisque c'est lui qui va reprendre le micro. Et puis, remercier les gens des villes jumelles avec qui on va continuer ces 2 jours. Et puis remercier tous ceux qui ont de la gentillesse de venir et peut-être vous dire au prochain événement, même si Marité le garde secret encore pour l'année prochaine. Voilà. Merci Marité, merci à vous toutes, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce fut un plaisir de vous accompagner ce soir, malgré les difficultés techniques. Hein, vous avez vu, on fera mieux. On fera mieux la prochaine fois. Ça fait partie aussi du patrimoine, la voix, le son et l'acoustique. Merci à vous. Un petit cocktail vous sera servi dans un instant. Dans 10 minutes, et puis on continue bien sûr la conversation avec les intervenants. Merci à vous, bonne soirée, bon week-end. Madame l'a dit. J'ai un engouement sans limite pour les compagnons. J'ai vu la désespérance des jeunes en lycée d'enseignement professionnel et je voulais vous demander si un jour l'éducation nationale aura l'audace de renouveler ce qui fait actuellement problème au sein de l'éducation via votre image de marque, vos résultats, l'enthousiasme, tout au positif, alors que de l'autre côté c'est presque, dirons-nous, en régression. Ça a été dit. Enfin, oui, moi je vous dirais que s'ils nous suivent, je l'espère, parce que c'est vrai que c'est une très belle aventure. Les jeunes sont heureux, connaissent leur métier, et enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et de positif. Parce que vous dégagez du positif dans le métier, et justement ce qui manque à la jeunesse actuellement, c'est lorsqu'elle sort du cursus scolaire des lycées technologiques obligatoires, à la sortie, la jeunesse est démotivée. Donc, moi, ce que je voudrais souligner, enfin le ressenti en tant qu'enseignante, c'est que vous avez deux facettes, un métier et le côté éducatif de la situation. Donc, comment pourriez-vous transcender votre conversion en sensibilisant la jeunesse à la motivation? Parce qu'elle est absolument sans motivation. Ça peut se faire grâce à bouche à oreille, transmettre tous ces messages, que le compagnonnage est quelque chose de bien, pour qu'ils puissent accueillir encore plus de jeunes. Si moi je peux faire partager les valeurs que j'ai, que mes anciens ont transmises et que je vais transmettre à mes jeunes, si je peux le transmettre à un maximum de jeunes, par exemple un métier qui soit heureux dans leur vie grâce à ça, je le ferai à tout le monde. Alors après, ce que je sais, c'est notre secrétaire général, Jean-Claude Bélanger, qui est accompagné en Charpentier, travaille activement à
avec le ministre de l'Éducation, notamment pour le nouvel apprentissage, parce qu'ils prennent exemple sur. Il est à la table ronde, par exemple, au niveau de ces institutions, parce que l'État nous demande comment est-ce qu'on fait pour réussir avec les jeunes, pour les remettre des fois dans le droit chemin, mais les faire en fraternité. Donc je pense que ça, c'est une grosse différence, parce que nous, on est fraternels entre nous. Donc voilà, donc ils travaillent ensemble, les nouveaux apprentissages, on teste des nouvelles choses aussi avec les jeunes. Voilà, donc c'est en marche. On vous regarde et c'est très bien. Un complément, Luc? Oui, ce qu'il faut dire un petit peu, c'est demander aux enseignants et à l'éducation nationale de ne pas décourager surtout les jeunes qui veulent aller à la médecine. C'est affreux ça, de voir les réactions de certains enseignants je me rappelle de quelqu'un de Noyer, une enseignante de Noyer qui disait un jeune qui pouvait être maçon, elle disait mais non, il ne faut pas faire ça, il faut en même temps les pousser les brouettes sur les chantiers. C'est horrible ça. Alors que bon, tout le monde a une brouette chez lui et il fait quelques événements. Et de temps en temps, il prend sa brouette pour les maintenant. Voilà. Une question pour la GIA. Ça n'a rien à voir, tu l'as dit tout à l'heure. À quel moment la GIA va venir en Ligue 1? Mais c'est vrai que les années passent, on s'en rend pas compte, mais ça fait maintenant 7 ans qu'on a quitté la Ligue 1, déjà, oui. Et sachez que tout est fait pour que le club retrouve sa place en Ligue 1, mais il n'y a pas que nous. Et quand on regarde la composition de la Ligue 2 maintenant, on trouve beaucoup de clubs qui étaient en Ligue 1 au temps de la GIA, donc c'est un combat de tous les jours et une formation des jeunes nécessaire. C'est ce à quoi le club s'emploie depuis 1905. On va se projeter maintenant vers l'avenir et les perspectives, mesdames, messieurs. Donc je demanderai à Héloïse Hérété de nous rejoindre, qui est la rédactrice, ma chère consoeur, rédactrice en chef de Sciences Humaines. Héloïse, que l'on applaudit. Et Thierry Créteur, le directeur de la culture, des sports, des événementiels de la LECR, Thierry, qui nous rejoint, s'il te plaît, sous les applaudissements du public, quand même. Et puis Annick Vorobel, que l'on ne présente plus, c'est une architecte douée dans un cabinet doué, c'est le cabinet Atria Architecte, que l'on applaudit également. Eh bien, mesdames, messieurs, je pense que notre plateau est quasiment complet. Ah, monsieur, oh là là, l'architecte des bâtiments de France, Jean-Louis Auger, que l'on applaudit. Excusez-moi, Jean-Louis, vous avoir oublié. Et pourtant, vous êtes une pierre angulaire dans ce débat de cet après-midi, forcément. Vous vous installez, alors je vous rends de nouveau le micro. Et Héloïse va nous rappeler un petit peu ce qu'est Sciences Humaines, parce qu'on a la chance, à Auxerre, ça aussi c'est du patrimoine médiatique, on a la chance d'avoir un média national dans notre ville, on ne sait pas forcément. Héloïse, peux-tu nous rappeler ce qu'est Sciences Humaines, qui est une référence dans le domaine, et qui est une belle équipe rédactionnelle dont tu es la responsable? Bien sûr, merci d'avoir associé à cette journée. Bonsoir à tous. Donc, Sciences Humaines, Sciences Humaines aussi va fêter son anniversaire, puisque Sciences Humaines a 30 ans. Pouvoir imaginer que la patrouille de France passe aussi un peu pour nous demain. Alors, il y a 2 anniversaires. Il y en a un qui a 30 ans, puis l'autre qui a 28 ans, parce que Sciences Humaines est née en 2 fois. D'abord en 1988, sous forme assez peu professionnelle, on va dire. C'était un cahier rodéotypé, on appelait ça les cahiers bleus, c'était presque distribué sous le manteau, mais ça s'appelait déjà Sciences Humaines. Et en fait, les rubriques actuelles étaient déjà là, l'esprit était déjà là, et c'était déjà Jean-François Portier qui a fondé Sciences Humaines, qui était aux commandes avec une petite équipe de copains qui sont toujours d'ailleurs, pour bien d'entre eux, les compagnons de Sciences Humaines. Et puis 2 ans plus tard, en 1990, Sciences Humaines a pris une forme beaucoup plus professionnelle, distribuée par les RTP, avec une fusion nationale et même internationale, parce qu'on est très présent dans les grandes villes francophones, par exemple en Belgique,
Belgique, on est plus vendu que dans n'importe quelle région française. Sciences Humaines, au fond, c'est une entreprise auxerroise, c'est née à Auxerre, mais qui a vraiment eu un destin national. Et l'objet de Sciences Humaines, tout simplement, c'est de comprendre qui sont ces animaux un peu étranges que nous sommes tous, c'est-à-dire les humains. Comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils ressentent, comment ils font société, comment ils parlent, comment ils gouvernent, comment ils travaillent, et bien d'autres choses ensemble. Et pour comprendre les humains, il n'y a vraiment aucune discipline n'est capable d'apporter de réponse à elle seule. Donc il faut les croiser, il faut interroger la psychologie, les sciences de l'éducation, les sciences politiques, les sciences de religion, les sciences du langage, même parfois la biologie, et puis comparer, expliquer, lire. Et c'est toute la mission de Sciences Humaines, et ce qui a fait son succès, puisqu'aujourd'hui, Sciences Humaines, donc 30 ans, magazine national effectivement, magazine indépendant, je le souligne parce que c'est très très rare aujourd'hui dans le paysage de la presse. C'était déjà rare il y a 30 ans, ça l'est encore plus aujourd'hui parce qu'il y a évidemment beaucoup de gros groupes qui ont racheté tous les petits journaux. Nous sommes toujours indépendants, toujours au Serrois, équipe de 25 salariés, donc on produit un mensuel, Sciences Humaines, un trimestriel, les grands dossiers des Sciences Humaines, il y a les grands dossiers des Sciences Humaines Histoire, une fois par an maintenant, des hors-séries, un MOOC, et puis le petit dernier qui est le Cercle Psy, qui est un magazine trimestriel entièrement consacré à la psychologie. Et puis c'est quand même 135 000 lecteurs à peu près par mois, plus de 25 000 abonnés. Donc c'est une vraie réussite, je crois, au Serrois. Voilà, très belle entreprise que l'on ne connaît pas forcément, Sciences Humaines, ASR. On a été donc des débats extrêmement intéressants. Ça correspondait exactement à l'éthique que tu souhaitais autour de cette que nous souhaitions. C'est un collectif autour de cette manifestation. Oui, je pense que peut-être certains d'entre vous ont trouvé que c'était un peu long, mais on a voulu donner un éclairage à cette notion de patrimoine qui nous sorte de l'éclairage que vous avez évoqué, monsieur, dans votre profession, par rapport au patrimoine historique. On a voulu montrer que nous sommes à une époque où les temps changent, on prend en compte aussi l'environnement naturel d'une ville, on prend en compte aussi son histoire, parce que quand vous allez sur un autre continent et que vous parlez, vous dites j'habite en Bourgogne à Auxerre, on vous répond oui, Giroud et Chablis. Ben ça c'est des Giroud, c'est quelqu'un qui a marqué notre territoire, une époque de l'histoire de la GIA. De même, quand on parle d'entreprises industrielles, beaucoup de gens ici disent moi j'ai connu Guillet, l'entreprise Guillet, elle faisait ci, elle faisait ça, elle avait un savoir-faire. Monsieur est intervenu tout à l'heure sur la dimension des minoteries, Monsieur Delagneau, ça fait partie aussi du patrimoine et on voudrait faire passer cette notion. J'espère que vos réactions intéressées l'ont montré, c'est beaucoup plus vaste, cette notion de patrimoine, bien que le patrimoine à défendre bâti, c'est une priorité quand on a la chance d'avoir le patrimoine qu'on a dans notre Bourgogne, que nous aimons tous, mais on peut aussi s'appuyer sur des éléments du patrimoine, comme l'a fait la Grange de Beauvais par exemple, pour développer des activités contemporaines. Le patrimoine est préservé et les activités qui intéressent la population, associative, etc., sont satisfaites. C'est tout ça, c'est un gentil cocktail d'un certain nombre d'éléments qui me semblent importants. Alors ce que nous souhaitons, nous, l'association, je dis nous, parce que nous sommes quand même à peu près 300 adhérents, et dans ces adhérents, on aime faire des choses qui concernent nos villes jumelles, qui concernent la francophonie, puisqu'on a la chance d'avoir un partenariat avec un premier pays francophone, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Ce qu'on souhaite, c'est apporter une vision un petit peu élargie sur différents domaines. Comment on traite les affaires internationales, comment on s'implique dans notre vie locale. Et je pense que nous avons fait aujourd'hui, grâce à vous, avec vous, une réflexion commune. Alors après, je vais me retourner vers un élu de la ville d'Auxerre. On
va excuser M. le maire d'Auxerre qui est retenu au tribunal parce qu'il y a un débat sur la délinquance, qui nous concerne hélas aussi. Voilà, et donc je vais te demander ton avis, toi d'élu, par rapport à ce que tu as entendu et notre initiative. Je vois tous, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, donc les verrons que la priori, vous n'entendez pas. Il faut que je parle plus fort. Là. Ah, faut que j'allume. Non, je vais faire plus fort. Donc, je suis pour l'association, il y a des élus qui sont délégués par le maire pour participer à cette association. Et moi, j'ai rejoint Marité depuis, on va dire, 6 mois. Alors, sur la qualité des entretiens, moi, je vais remercier tous les intervenants qui sont venus, parce que tout était de qualité, avec une montée dans l'histoire sur Auxerre, de l'origine jusqu'aux problématiques actuelles. Monsieur l'architecte des bâtiments de France, et puis donc Madame Vorobel. Alors, j'étais collègue de ses parents, donc si vous voulez, je suis fier qu'une Auxerroise représente l'avenir. On peut réussir en étant auxerroise et revenir en Auxerre. J'ai bien entendu aussi ce que vous avez dit. Et Poitiers, c'est une jubilee. Ah oui, d'accord. Je voulais aussi donc, remercier tous les intervenants sur leur qualité, dire que bien sûr le maire va arriver tout à l'heure, puisque sur son agenda c'est 18h, il va confirmer tout l'intérêt qu'on porte à l'association et aux échanges qui se sont faits. Dans le dernier échange qu'on a eu entre les architectes, on a eu des problématiques qui se vont se poser à Ouida, au Bénin, puisque vous allez construire c'est une des causes de votre visite chez nous, vous allez travailler avec notre collègue Jean Cougelot, donc on voit bien qu'on est dans des problématiques très actuelles. On a parlé de l'agriculture et on en peut parler de vous, monsieur Enrique Marine. Sachez quand même qu'on a un artiste international qui expose partout, qui est très modeste. Et oui, vous pouvez l'applaudir, monsieur Marine. Si vous allez à l'hôtel Rivière, vous allez trouver des œuvres d'Enrique Marine. Voilà. Mais ça va bien. Alors, moi, je dis encore Enrique Marine, c'est peut-être que chez mon côté espagnol, je ne sais pas s'il est très bon, enfin, voilà. Donc, Mara Marine, mais c'est le même. Donc, moi, te remercier, bien sûr, Marité, merci. Remercie aussi toute l'équipe qui a participé, et bien sûr, tous les gens. Bien sûr, je veux dire, puisque c'est lui qui va reprendre le micro. Et puis, remercier les gens des villes jumelles avec qui on va continuer ces 2 jours. Et puis remercier tous ceux qui ont de la gentillesse de venir et peut-être vous dire au prochain événement, même si Marité le garde secret encore pour l'année prochaine. Voilà. Merci Marité, merci à vous toutes, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce fut un plaisir de vous accompagner ce soir, malgré les difficultés techniques. Hein, vous avez vu, on fera mieux la prochaine fois. Ça fait partie aussi du patrimoine, la voix, le son et l'acoustique. Merci à vous. Un petit cocktail sera servi dans un instant. Dans 10 minutes, et puis on continue bien sûr la conversation avec les intervenants. Merci à vous. Bonne soirée, bon week-end. Madame Lady.